plateau de BFM TV 2012 spécial environnement avec nos invités. Tout d'abord Michel Rivasi qui se trouve dans la Drôme. Elle est députée européen Europe Écologie Les Verts. Bonsoir madame. Également sur ce plateau Hélène Hubert qui est spécialiste en environnement et particulièrement pour les tsunamis. Et puis François Sorin qui est membre de la Société française de l'énergie nucléaire et journaliste spécialisé scientifique. On va parler évidemment de ce qui se passe au Japon. Je vous propose tout d'abord de retrouver François-Xavier Ménage, dévasté du Japon. Alors évidemment, la première question qui vient à l'esprit, c'est le risque nucléaire, le risque d'explosion dans une centrale nucléaire. Madame Rivasi, est-ce que les Japonais ont vraiment la solution, les moyens d'empêcher cette explosion, puisqu'il s'agit encore une fois de refroidir le réacteur? Est-ce qu'ils peuvent le refroidir dans la situation de panne dans laquelle il se trouve à l'heure actuelle? La situation au Japon à l'heure actuelle, elle est très très préoccupante. J'ai l'impression de revivre 25 ans avant l'accident de Tchernobyl. D'abord, on a des difficultés pour obtenir les informations des autorités de sûreté japonaises. En même temps, et c'est là où on retrouve un peu la situation de Tchernobyl, on a l'Agence internationale de l'énergie nucléaire qui de suite a tendance à classer l'accident au niveau 4 en disant qu'il n'y aura pas de grosses répercussions en dehors de la centrale nucléaire. Vous voyez qu'on veut toujours minimiser l'accident. Pour moi, la situation, elle est pour l'instant hors contrôle. Il y a déjà eu une explosion et surtout un relargage de substances radioactives, notamment c'était des vapeurs, puisque les premiers barreaux du combustible au niveau du réacteur 1 sont rentrés en fusion. Et comme la pression était très importante, il y a eu un relargage volontaire, vous voyez, pour éviter à ce que la pression dans le réacteur soit très forte. Et puis, il y a eu quand même formation d'hydrogène, puisqu'il y a eu l'explosion du bâtiment qui était au-dessus et qui a fait en sorte à ce qu'il y ait des poussières aussi, alors à la fois d'agrégats, mais aussi radioactives, qui se sont échappés. La preuve en est, c'est que dans une autre centrale à 40 km, eh bien, les gens maintenant mettent des masques parce que ce nuage radioactif a atteint la centrale qui est à 40 km. Alors maintenant, le problème, c'est le réacteur 3 et un autre réacteur dans une autre centrale où il y a des problèmes de refroidissement. Alors de deux choses l'une, soit on arrive à remettre de l'eau, vous voyez, parce que une fois qu'on arrête une centrale, c'est pas fini. Ce combustible, il faut qu'il soit refroidi en permanence. Et vous voyez que malgré la précaution, malgré la prévention qu'ont les Japonais dans la connaissance des séismes, eh bien c'est la tuyauterie qui a été le point faible. Et il y a eu aussi inondation de tous les groupes électrogènes et on n'a pas pu refroidir ces réacteurs. Donc on a 3 réacteurs à l'heure actuelle qui sont dans des situations très difficiles et en même temps les risques de contamination radioactive des populations. C'est pour ça que je trouve que les Japonais ont pris des mesures assez immédiates d'évacuer et puis surtout de dire aux gens à rester confinés. Pour des populations qui se trouvent beaucoup plus loin. On va parler des risques de contamination dans un instant, mais je voudrais demander donc à Francis Sorin, est-ce que les Japonais ont une solution pour empêcher l'explosion du réacteur? Ils sont dans une situation effectivement difficile, parce qu'il faut bien voir qu'ils ont dû affronter un tsunami et un tremblement de terre d'une intensité maximale. Ces phénomènes naturels ont mis en défaillance beaucoup d'équipements dans le pays, et notamment les alimentations en électricité. Et donc, les autorités japonaises sont face à un problème, et Madame Rivasi l'a dit, et je suis évidemment d'accord avec elle sur ce point. Toute la question est de savoir s'ils vont pouvoir, avec les moyens dont ils disposent... C'est-à-dire l'eau de mer, notamment. Oui. Est-ce que c'est bien, ça? Oui. L'eau de mer, je dirais que c'est moins pire que s'il n'y avait rien du tout. Hein. Vous êtes rassurant. Bien. Non... Ils puisent l'eau là où elle se trouve. Et il se trouve qu'il leur a été vraisemblablement plus facile d'amener de l'eau de mer pour refroidir le réacteur que d'amener de l'eau douce. Et pourquoi c'est moins bien l'eau de mer que l'eau douce? L'eau de mer, c'est moins bien. Pourquoi? Pour 2 raisons. Parce que... Cela peut entraîner des risques de criticité, certains risques de criticité, c'est-à-dire de réamorcer peut-être des excursions, des phénomènes de fission. Et c'est pas bien parce que
il est vraisemblable et il est même quasi certain que si on noie le réacteur dans l'eau de mer, il ne pourra pas redémarrer avant pas mal de temps. Et le pire est évité. Le pire serait évité. Madame Rivasi, vous nous parliez de cette explosion donc de la partie supérieure du bâtiment. Est-ce que cette explosion, en principe, le fait de relâcher la pression, cette partie du bâtiment est en principe prévue pour accueillir ces pressions, pour relâcher la pression? Le fait qu'elle explose, est-ce que c'est un signe qu'on est véritablement dans une situation incontrôlable? Il y a eu deux choses. Il y a eu un premier relargage et ce relargage continue. À l'heure actuelle, au niveau du réacteur 1, c'est dans la partie confinée où il y a les barres de combustible, puisque quand les barres ne sont plus refroidies par l'eau, elles ont tendance à fondre. Vous voyez, il y a des gaines de combustible qui fondent et elles lâchent toutes les particules radioactives, dont du césium, dont de l'iode, etc. Et ça, ils sont obligés de la relâcher parce que ça augmente la pression. Mais le deuxième phénomène de l'explosion, c'est pas ça, c'est que le zirconium avec l'eau et avec la température, ça vous fabrique de l'hydrogène. Cet hydrogène est allé au-dessus du bâtiment et c'est ça qui a fait exploser le bâtiment. Un endroit qui est prévu pour accueillir qui a lieu, c'est est-ce qu'ils vont arriver? Dites-moi. Oui, cet espace supérieur n'est pas prévu pour accueillir le surplus de pression en principe. L'endroit qui a explosé. Bien, il y a. Normalement, c'est quand même c'est en phase accidentelle que ce bâtiment peut accueillir ces substances, mais ces substances vont être relâchées à l'extérieur et c'est l'hydrogène qui a provoqué l'explosion. Et ça, c'est quand même pas du tout normal que cet hydrogène se forme. C'est bien qu'il y a une fusion au niveau du combustible. Francis Sorin. Pour répondre directement à votre question, monsieur, il faut voir que ce bâtiment n'est pas ce qu'on appelle une véritable enceinte de confinement, telle que nous les avons en France. C'est un bâtiment avec une structure relativement fragile. Le cœur du réacteur, lui, est protégé dans une cuve en acier, et cette cuve en acier est elle-même mise dans un caisson extrêmement résistant. C'est ça qui sont les deux barrières. Pardon ? Oui. C'est ça qui sont les deux barrières du cœur du réacteur et non pas ce bâtiment dont on a vu l'explosion hier. Et donc la catastrophe viendrait si ces deux barrières sautaient. Voilà. Madame Rivasi, est-ce que les centrales françaises sont plus sûres que les centrales japonaises ? Alors, écoutez, si on avait un séisme de cette ampleur en France, toutes les centrales ne pourraient pas résister puisqu'on n'a pas configuré les centrales nucléaires avec un séisme d'une aussi grande importance et d'une aussi grande magnitude. Alors, là, on est en face, et même les Japonais. Au Japon, c'est quand même là où la technologie et tout ce qui est parasismique est le plus important. Et vous voyez que la magnitude de ce séisme est allée au-delà de ce qui existait et de ce que les Japonais connaissent d'un point de vue tremblement de terre. Donc c'est ça qui est important. Ça veut dire que ce qu'on a prévu d'un point de vue technique, eh bien, quand il y a un séisme d'une telle ampleur et qui est au-delà de ce qu'on avait connu d'un point de vue historique, eh bien, il n'y a plus rien qui résiste. Ce qui me fait très peur, c'est que, vous voyez, c'est un système à domino. Lorsqu'on commence à classer ça au niveau 4, mais vous voyez qu'on anticipe, qu'on veut minimiser, la catastrophe est comme celle de Tchernobyl, peut arriver demain. Alors, la chance qu'on a, c'est que pour l'instant, l'enceinte de confinement est restée telle qu'elle. Mais on ne peut pas prédire avec cette eau salée qui va sacrifier complètement les réacteurs d'ailleurs, est-ce que ça n'aura pas une conséquence sur le combustible lui-même? Et ça, il y a beaucoup d'experts, et notamment les experts américains, qui sont très critiques sur le fait de mettre de l'eau salée au niveau pour refroidir ce cœur.
Monsieur Sorin, est-ce que nos centrales françaises, évidemment, on ne va pas prévoir des séismes aussi importants que ce qui a été prévu pour le Japon, mais est-ce qu'on a prévu suffisamment haut, j'allais dire, pour nos centrales françaises? Je pense. D'abord, vous soulignez que la France n'est pas une terre sismique au point où en est le Japon. C'est une première chose. On doit résister à des séismes s'ils se produisent bien moins importants, de magnitude beaucoup moins élevée. Ensuite, on a tout un système en France, toute une démarche de sûreté, de protection. Pardon ? Elle n'est pas à l'abri, dit Madame Rivasi. On a une démarche de protection contre les séismes qui paraît assez pertinente. Alors quoi exactement? Concrètement, pour que les gens comprennent bien. En 2 mots, on se base sur le séisme maximum historiquement envisageable. C'est-à-dire à partir de l'histoire... Oui, mais quand on voit que le Japon n'avait pas prévu une vague aussi forte, la nature est souvent plus inventive que les hommes. Comment vous pouvez nous... Je termine la manière dont on se protège des séismes en France. Le séisme historiquement vraisemblable, le séisme maximum dans telle ou telle région. C'est pas la même intensité. Et on se base sur l'histoire. Alors sur ce qui s'est passé parce que l'histoire, on n'a pas répertorié l'histoire. Si, tout à fait. On peut remonter à plusieurs centaines d'années. Ah bon? On n'avait pas prévu un séisme aussi important. On peut remonter à plusieurs centaines d'années. Mais avec quoi? Avec des documents, avec les documents, avec ce qu'on sait de la part des sociétés, de ce que nous ont légué dans leurs écrits, les personnes, et de ce qu'on a pu voir des dégâts occasionnés. Donc, et puis, également, on voit sur quelle faille la France se trouve. On sait que le Japon est sur la concordance de plaques tectoniques importantes, que ça peut entraîner des séismes importants. Alors, mais la centrale du Blayais, pour terminer, attendez, est-ce qu'on prévoit tout ça? Non, mais c'est important de le dire. Il y a des séismes, mais d'autres risques naturels. Oui, mais je termine sur les séismes. Je crois que c'est important que les... Attendez, Madame Rivasi, une seconde, vous allez avoir la parole. Vous avez... Il finit. Monsieur Sorin finit. À partir de ce séisme maximum vraisemblable, on augmente le dimensionnement, c'est-à-dire la protection des installations pour qu'elles résistent non pas à ce séisme, mais à un séisme 8 fois, 5 fois ou 8 fois plus fort. À partir de là, on estime, et le passé l'a montré, parce que si vous prenez les 45 dernières années et que vous regardez le comportement des centrales nucléaires face à ces séismes, vous apercevez qu'elles résistent bien et qu'il a fallu au Japon ce séisme extraordinairement puissant pour introduire des dysfonctionnements dans les installations. Madame Rivasi, qui est un peu plus loin, on lui donne la parole. Oui. Moi, je voudrais ajouter 2 choses. D'abord, EDF avait minimisé justement l'évaluation des risques d'un point de vue séisme. Et l'autorité de sûreté nucléaire française a obligé EDF à investir 500 millions d'euros pour remettre à niveau nos centrales nucléaires. Et dernièrement, à Tricastin d'ailleurs, ils ont ajouté 5 millions d'euros pour, consolider certains bâtiments qui ne l'étaient pas. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que vous voyez qu'au niveau, par exemple, du Japon, on n'avait pas prévu un séisme aussi important. Même si le bâtiment est resté tel quel, par rapport à des normes de parasismicité. Il y a des points faibles au niveau des tremblements de terre. Ce sont toute la tuyauterie. Pourquoi le refroidissement n'a pas lieu à l'heure actuelle? C'est parce qu'il y a eu des ruptures sur cette tuyauterie. Et vous voyez bien qu'on ne peut pas tout prévoir. Alors nous, ce qu'on demande, c'est de refaire un état des lieux de toutes les centrales qui sont construites sur des failles. Parlons de Fessenheim, qui a été construit il y a plus de 30 ans et qui n'était pas du tout sur les mêmes normes que l'on fait à l'heure actuelle. Et les écologistes demandent la fermeture de cette centrale, alors qu'elle a été reconduite pour 10 ans. Non. Et je trouve que ce ne serait pas opportun. Parce que quand on voit la catastrophe au niveau du Japon, eh bien, nous, ce qu'on demande, c'est que justement, on veut qu'il y ait la sécurité maximale. On n'a pas droit à l'accident. Alors, Madame Rivasi, très bien, on a bien compris ce que vous dites, on n'a pas le droit à l'accident et il n'y a jamais suffisamment de prévention. On revient vers vous dans un instant, vers vous, Monsieur Sorin, mais tout de suite, on fait le point sur la situation au Japon avec Rachid Embarki.
et 2 autres alertes dans 2 autres centrales nucléaires japonaises ce soir. D'abord, un niveau anormalement élevé de radioactivité relevé à la centrale de Ganawa. Merci Rachid. Ben justement, Monsieur Sorin, nous sommes allés enregistrer des questions que se posent un certain nombre de gens après tout ce qui se produit au Japon. Ben en voici une. Alors, on l'a pas. Bon, eh ben la question était tout simplement, elle s'adresse directement à vous parce que vous êtes aussi membre du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, qui a été créé après l'accident de Tchernobyl d'ailleurs, pour qui a été créé par la loi de 2006 et installé en 2008. Et la question du monsieur qu'on n'a pas pu retrouver était tout simplement, est-ce qu'on en a fini avec les mensonges qui ont suivi Tchernobyl? Est-ce que vraiment on a une information transparente en France? Je pense qu'il y a eu énormément de progrès faits depuis plusieurs années sur le plan de la transparence et de l'information. Si vous êtes curieux de tel ou tel aspect du nucléaire et que vous voulez vous informer sur ces aspects, vous avez une somme d'informations vraiment extrêmement importante. Vous allez sur les sites de l'autorité de sûreté nucléaire, sur le site de l'IRSN, sur le site de la Société française d'énergie nucléaire que je représente. Donc il y a vraiment une somme importante d'informations. Et si je reprends ce que disaient les personnes près du Tricastin, on n'est pas informé, ça va pas, etc. Moi, je me permettrais de leur dire que l'information existe, mais que je comprends leur réflexion parce que c'est difficile d'y accéder. Alors qu'est-ce qu'ils doivent faire justement en cas d'accident ? Et même, est-ce qu'il y a suffisamment d'exercices de prévention? Est-ce qu'on informe les gens? Est-ce qu'on leur dit, attendez, si les sirènes sonnent, voilà ce qu'il faut faire, etc. Est-ce qu'il y a des exercices? Ils sont régulièrement mis en œuvre. Allez, Madame Ray, vas-y, on vient vers vous dans une seconde. Aussi bien par EDF que par Areva. Tous les opérateurs d'installations nucléaires en France ont l'obligation, et le font, de se livrer à ces exercices précisément. Alors quels sont ces exercices? Qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'on parle d'iode, on parle de ce calfeutrer. On imagine par exemple un événement grave arrivant sur telle ou telle installation, on réunit toutes les personnes qui seront censées gérer à leur place cet accident, les exploitants, les autorités de sûreté, les préfets, les cellules de crise, etc. Et on simule le déroulement de cet accident. On simule également, et ça c'est à noter, la communication qui sera faite de cet accident par les autorités, par telle ou telle instance habilitée auprès des populations. Donc tout cela, c'est vraiment bien pris en compte et il y a vraiment eu des progrès dans notre pays là-dessus. J'ajouterai une chose. Oui. Vous avez dit les mensonges de Tchernobyl. Non, mais c'était le nuage, vous savez, le nuage qui s'était arrêté aux frontières. C'était la formule du monsieur qu'on n'a pas pu diffuser, mais c'est vrai quand même qu'on nous a raconté que le nuage était arrêté aux frontières françaises, et c'était pas tout à fait exact. Si vous voulez, je me permets en 10 secondes de dire comment ça s'est passé. Aucune autorité, et surtout pas le professeur Pellerin qui dirigeait le SCPRI à l'époque, n'a dit cela. Il a dit tout le contraire. Il a dit on a constaté en France l'arrivée de ce nuage et une contamination radioactive. Madame Rivasi souhaite intervenir, voilà. On dirait. Et ce qu'il a dit, le professeur Pellerin et le SCPRI, c'est que la contamination radioactive amenée par ce nuage était faible et ne constituait pas un problème de santé publique. Madame Rivasi, on vous écoute, on vous entendait rien de l'autre côté. C'est marrant parce que... N'accusez pas le professeur Pellerin. Non. On refait l'histoire 25 ans après. Écoutez, suite à l'accident de Tchernobyl, avec un certain nombre de scientifiques, on a monté un laboratoire indépendant qui est la CRIRAD. Et ça, vraiment, ça a été une avancée pour avoir accès à une information indépendante du lobby nucléaire. Et même si jamais il y a un nuage qui arrive aujourd'hui, il y a maintenant toute une série de balises qui mesurent en continu la radioactivité de l'air et qui pourra donc donner des informations fiables, objectives et en dehors du lobby nucléaire à la population grâce aux collectivités territoriales, qui aident au financement de ces balises. Le lobby nucléaire, qu'est-ce que vous entendez par le lobby nucléaire, Madame Rivasi ? On entend cette expression, lobby nucléaire. Qu'est-ce que c'est exactement? Le lobby nucléaire, si vous voulez, c'est tous les gens qui promeuvent l'installation des centrales nucléaires, qui vivent des centrales nucléaires et qui nous ont désinformés au moment de l'accident de Tchernobyl.
c'est à la fois les gens qui travaillent dans les centrales, que ça soit EDF, CEA, Areva, qui vivent de la centrale. C'est comme si on demandait à une industrie chimique de nous faire une information objective sur la toxicité des produits chimiques. Eh ben, au niveau du nucléaire, c'est des gens qui sont jugés partis. C'est pour ça que c'est important d'avoir des laboratoires indépendants. Je ne suis pas d'accord, Madame Rivasi, permettez-moi. Il n'y a pas de lobby nucléaire en France? Le lobby nucléaire en France, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que le secteur nucléaire, c'est le secteur public. Donc, il n'y a pas cette motivation qui est celle de tous les lobbies, c'est-à-dire de s'enrichir, de faire de l'argent. Ça n'existe pas. C'est quoi le lobby nucléaire? On peut reconnaître que les dirigeants du nucléaire français ont fait des grandes écoles, ils ont des affinités, hein, ils sortent de polytechniques, de centrales, etc. Bon, c'est eux qui ont conçu et réalisé le programme nucléaire français. Mais si, Madame Rivasi, ne dites pas c'est pas vrai. Alors, à partir de ce moment-là, ils n'ont aucun intérêt à défendre, aucun intérêt matériel à défendre, sinon qu'ils pensent tous, ils ont tous le sentiment, tous ou presque tous le sentiment, que développer l'électricité nucléaire en France, qui n'a pas de charbon, pas de pétrole, pas de gaz, ça peut être utile pour le pays. C'est ça la motivation du lobby, entre guillemets. On va en finir sur ce chapitre. Madame Rivasi, face au lobby nucléaire, est-ce qu'on ne peut pas parler aussi d'un lobby écologiste? Ah bah oui, ça on peut aussi se poser la question. Bah écoutez, si pour l'instant, qui c'est qui a dénoncé le mensonge de Tchernobyl? C'est quand même la CRIRAD, ce laboratoire indépendant, qui a fait des mesures indépendantes sur le lait, sur le sol, qui a évalué la contamination des sols, qui a mis, grâce aux associations, en examen ce fameux professeur Pellerin, qui avait désinformé concernant le passage du nuage de Tchernobyl en France. Et il y a des gens, parce qu'ils ne le savaient pas, ont consommé des produits radioactifs, ce qui a entraîné des conséquences, par exemple, sur les cancers de la thyroïde. Il est en examen, ce professeur Pellerin. Bon. Alors maintenant, il faut qu'on avance. Il y a une meilleure information concernant la radioactivité, mais il est très important qu'il y ait des contre-pouvoirs qui, justement, donne une information la plus objective possible pour informer la population. Et ce qui se passe, par exemple, au Japon, même les autorités nationales ont du mal à avoir les informations. Et lorsqu'on classifie l'accident qui a lieu à l'heure actuelle au Japon au niveau 4, alors que c'est pas fini, alors qu'on s'aperçoit maintenant qu'il y a 3 réacteurs qui n'ont pas le système de refroidissement, on ne peut rien dire. Et moi, je serais ministre de l'énergie, je dirais aux Français qui sont au Japon, rentrez. Je dirais, il faut absolument, pour la population qui est à Tokyo, il faut que les gens soient prêts pour se confiner, parce que en cas d'accident, il faut se confiner, il faut prendre des pastilles d'iodure de potassium. Et le reportage que vous avez fait sur le Tricastin, ça montre bien que les gens ne savent pas ce qu'il faut faire en cas d'accident. Bon, Madame Rivasi, merci beaucoup. Donc ça veut dire que merci beaucoup, parce qu'il faut qu'on voit un autre aspect. Il faut qu'on voit un autre aspect. Merci beaucoup d'avoir été en duplex avec nous. Juste un mot, Monsieur Sorin. Je suis d'accord avec 2 points que dit Madame Rivasi. Le classement de cet accident au niveau 4 de l'échelle de gravité des événements, on peut le discuter. C'est peut-être un peu au-dessus. Et je suis d'accord avec elle quand elle dit qu'il faut instaurer une pluralité, un pluralisme de l'information. Et ben voilà, on est arrivé quand même peut-être à un progrès. Merci beaucoup, Madame Rivasi, d'avoir été avec nous en direct. Nous avons également en ligne avec nous Monsieur Bruno Retailleau, qui est sénateur de Vendée, qui a présidé la mission parlementaire d'information sur Xynthia. Je voudrais, Monsieur Retailleau, vous nous racontiez, parce que lors de votre enquête sur ce qui s'était passé en Vendée, vous avez voulu connaître comment les Japonais se préparaient à subir ce genre d'événements, et ils vous ont raconté beaucoup de choses. Absolument. D'abord, bonsoir à vous. Nous avions souhaité les auditionner parce que c'est sans doute de tous les pays au monde, le Japon est sans doute le pays qui est le mieux préparé à la culture du risque et à beaucoup de risques, puisqu'il cumule, comme vous le savez, le risque sismique, le risque volcanique, les tsunamis, les tempêtes violentes. Et nous avons reçu une délégation et nous avons été étonnés de l'extrême niveau de préparation de toute la nation japonaise. Ça s'appuie historiquement, leur mémoire du risque
risques, notamment en matière sismique, s'appuie sur la catastrophe de 1923, au mois de septembre, début septembre, qui avait fait plus de 140 000 morts. Depuis, chaque année, ils ont consacré à la date d'anniversaire une journée pour l'évacuation, pour cette culture de risque. Et les petits Japonais, dès leur plus jeune âge, lorsqu'ils sont scolarisés, apprennent des réflexes. Et je crois qu'ils ont un système qui s'appuie sur un triptyque sans lequel il ne peut pas y avoir de culture du risque, c'est-à-dire la prévision, la prévention et la protection. Ils ont des systèmes de prévision qui leur a permis, par exemple, de lancer les systèmes d'alerte en moins de 3 minutes après la fin du tremblement de terre. Des systèmes de prévention, notamment en matière d'urbanisme, qui sont extrêmement performants. Des systèmes de protection qui ont cédé, notamment, par exemple, les digues. Elles ont cédé par surverse et non pas parce qu'elles ont été ébréchées. Mais on voit bien que malgré un très haut niveau, un très haut degré de préparation, on voit bien que bien souvent la nature est plus forte que l'homme. Oui, alors, on vous retrouvera, Monsieur Retailleau, dans un instant, parce qu'on va reparler de Cynthia, mais... Madame Hébert, vous êtes spécialiste des tsunamis. Il semble qu'il y en ait de plus en plus souvent. Oui, alors on n'a pas vraiment de données qui confirment ça. Il est vrai, sur le Pacifique Nord, Nord-Ouest, il y a eu très peu de séismes et de tsunamis de cette ampleur depuis les années 60. Donc, plus d'une génération. Alors, par contre, dans les années entre 46 et 64, on va dire, il y a eu au moins 5 ou 6 séismes comparables, avec des tsunamis qui aussi s'étaient propagés sur tout l'océan Pacifique. Et puis ensuite, on a eu une sorte de silence, il est vrai, sur cette zone-là pendant une quarantaine d'années. Donc on a eu l'année dernière le séisme du Chili, qui était un peu plus faible que celui du Japon avant-hier. Et 2004 quand même, le 2004, grand réveil, bien sûr, 2004, donc, sur l'océan Indien. Oui. Sur le Pacifique, il est vrai que depuis les années 60, il n'y avait pas d'événement. Et pourquoi ça se réveille comme ça? Alors là, on n'a pas de données pour répondre à ce genre de questions. Vous avez quelques informations à nous donner? On ne sait pas encore très bien ça. Par contre, c'est vrai, on constate une sorte de regroupement dans le temps de ce genre de séisme. De même que sur Sumatra depuis 2004, il y a eu toute une série de très forts séismes, 2004, 2005, 2007, encore octobre dernier aussi, un séisme très fort. Donc il est vrai qu'il y a une sorte de regroupement des séismes dans le temps qui peut... Et géographiquement, tsunami, c'est un mot japonais. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, tsunami? Tsunami, étymologiquement, donc veut dire la vague qui est observée dans le port. C'est les Japonais, effectivement, qui avaient donné ce terme. Par opposition à la vague qui ne peut pas être observée au large. Un tsunami au large a une amplitude de quelques centimètres à 1 mètre. Avant-hier, l'amplitude au large était quand même très forte. Et la vague monte sur cette amplitude pendant peut-être 30 minutes environ. Donc sur un bateau au large, vous ne le sentez pas. Le bateau monte pendant 1 mètre ou plus pendant une demi-heure. Évidemment, il se fait sentir à la côte parce qu'en fait, il est réamplifié lorsque le fond sous-marin remonte à l'approche des côtes. Donc en fait, le tsunami, c'est la vague qu'on voit du port, donc c'est la vague menaçante. C'est la vague qui fait des dégâts dans le port et à la côte et qui n'a pas d'impact sur les bateaux au large, par exemple. D'ailleurs, une des préventions dans les systèmes d'alerte, c'est de faire sortir les bateaux des ports pour les emmener au large, où là, ils n'auront aucun dommage. Alors, on voit que cette zone du Pacifique, et de l'océan Indien, mais surtout du Pacifique, est malheureusement privilégiée pour les tsunamis. Mais est-ce qu'on pourrait parler de tsunamis possibles dans l'océan Atlantique ou en Méditerranée? Alors, on a un exemple historique, là, on remonte encore plus loin dans l'Atlantique, c'est le grand séisme de Lisbonne au XVIIIe siècle, en 1755. Un séisme qui n'est pas encore très bien compris, qui a fait un tsunami considérable, observé depuis le Maroc jusqu'aux îles britanniques, voilà, un séisme fondateur, et observé aux Caraïbes aussi. On pense que le séisme à l'origine était au moins de magnitude 8. Voire 8,5 peut-être, mais il est très mal connu. Donc ça peut se reproduire. Donc ça se reproduira. Ça se reproduira sur l'Atlantique. Ah, ça se reproduira. Vous êtes formel. Les séismes se reproduisent au même endroit, donc ça c'est un des outils. Lisbonne, un des outils d'étude, c'est de les localiser et d'étudier leur réparation géographique. On ne sait pas quand, mais ça peut se produire. Ça se reproduira. Alors on pense que c'est des séismes qui se reproduisent peut-être tous les 300-500 ans. Donc on a encore un peu de temps. Et en Méditerranée? Alors en Méditerranée, il faut distinguer, moi je distingue toujours donc la Méditerranée orientale sur la Grèce, la mer Égée et l'arc égéen, la Crète en particulier. Là, on a des séismes très forts historiquement et des tsunamis associés. On retombe sur un contexte de subduction comme au large du Japon. Donc ça c'est de la tectonique, ce sont les plaques, c'est ça? Oui, voilà, donc une plaque qui plonge sous une autre et qui crée une activité sismique très forte. Au large de la Crète, il y a des séismes historiques. Également, peut-être tous les 1000 ans, 500 à 1000 ans, assez fort, magnitude 8 possible. Et on ne sait pas... On peut avoir encore un tsunami en Méditerranée. Il y a eu des tsunamis très forts dans cette région de la Méditerranée dans les temps historiques. Mais je distinguerai donc la Méditerranée occidentale, qui est une
tout autre contexte où là on n'a pas de subduction active de ce type. D'accord, donc c'est-à-dire du côté des côtes françaises, a priori, en Méditerranée, donc, il ne devrait pas y avoir de tsunami. Il y a une sismicité sur la marge algérienne, ce qu'on appelle la marge algérienne, qui est plus modérée, magnitude 7, 7,5 maximum, et qui peut être tsunamigénique, il est vrai. Alors, monsieur Retailleau, bon, sur Xynthia en Vendée, on peut pas parler de tsunami, on peut parler, je sais pas, de raz-de-marée, je sais pas comment il faut appeler ça. Mais ce qui me semble frappant, c'est, vous nous disiez tout à l'heure, les Japonais, malgré les mesures de précaution, ne pouvaient pas endiguer ce qui s'est passé. En revanche, Xynthia, on aurait peut-être pu endiguer les conséquences, parce que c'était quand même bien moindre. C'est clair, Xynthia n'est pas un tsunami dans la mesure où les forces qui ont été à l'œuvre ne sont pas un tremblement de terre, c'est à la fois la conjonction de basse pression, de vent fort et d'une marée élevée. Il est clair que, je disais à l'instant que les Japonais étaient un peuple qui était très bien préparé. Je pense que nous, la France, nous ne sommes pas bien préparés, nous n'étions pas bien préparés au risque de submersion marine, c'est clair, et nous n'avons pas de culture de risque. Et si on ne pouvait pas éviter Xynthia il y a un peu plus d'un an, on aurait pu réduire de façon drastique le bilan notamment humain. C'est parce que nous n'étions pas préparés, parce qu'il y a eu des défaillances graves à tous les niveaux, au niveau de la prévision, puisque les consignes étaient les consignes de confinement des gens chez eux, c'est-à-dire des consignes qui étaient adaptées à des vents forts, mais certainement pas adaptées à des risques de submersion marine. La prévention, on avait des maisons qui n'auraient jamais dû se trouver là où elles se trouvaient, dans des cuvettes. Et enfin, on avait des lits qui n'étaient pas entretenus. Donc vous voyez, toute la chaîne du risque, toute la chaîne de prévention a été prise en défaut. Est-ce qu'on en a tiré des conséquences aujourd'hui ? Je crois que les choses vont dans le bon sens. Nathalie Kosciusko-Morizet, il y a 15 jours, a présenté un plan de prévention pour les crues rapides, pour les submersions marines. Et je crois que pour la première fois, on parle de culture du risque. On parle en même temps d'une culture un peu globale qui associe les trois piliers dont je vous parlais. Mais ce que je veux dire, c'est que la culture du risque, ce sont bien sûr des systèmes d'alerte, des systèmes d'information, des systèmes de prévention. Ce sont aussi des règles, mais ce sont surtout des comportements. Vous savez, en France, nous avons le code de l'environnement, le code de l'urbanisme, sans doute l'un des plus épais au monde. Donc nous avons beaucoup de normes, beaucoup de règles, beaucoup de lois, et pour autant nous n'avons pas de bonne culture de risque. Donc le comportement, c'est-à-dire le fait d'avoir des exercices d'évacuation, le fait que dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, on puisse donner aux enfants et aux jeunes cette culture de risque, pour l'instant on en est vraiment au b.a.-ba. Merci Monsieur Retailleau d'avoir été avec nous. Madame Hubert, pour conclure, une question qui nous est arrivée tout à l'heure à BFM TV d'un monsieur qui a un certain âge et qui a dit, voilà, moi j'ai peur, je me demande si avec tout ça on n'est pas en train de vivre un nouveau Big Bang. Big Bang, un nouveau monde. Oui, ou la destruction du monde. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir au recul historique qu'on a ou qu'on n'a pas sur certaines zones. Et dans l'exemple de Xynthia, il est vrai, il faut se rappeler qu'il y a des constructions qui ont été certainement faites en zone inondable. De la même façon, c'est le recul historique qui nous dit qu'il y a des zones plus ou moins exposées. Donc regarder sur 1000 ans, ce n'est pas comme regarder sur 100 ans. Et on le voit aussi sur la sismicité en France et ailleurs. Voilà, donc pas de catastrophisme excessif non plus. Mais oui. Tirer les enseignements de tout ça quand même. Poussé, oui, bien sûr, oui. Merci beaucoup Madame Hubert. Merci Monsieur Sorin, vous avez publié ce livre, Le nucléaire et la planète. Merci.